Salut à tous, bienvenue pour ce premier numéro de Panorama, la nouvelle émission qui parle de vous, professionnels de la communication et du marketing, et qui abordera évidemment des thèmes business, mais aussi liés aux ressources humaines, à la RSE, et pourquoi pas des sujets plus techniques, puisque la technologie, elle s'est largement immiscée dans vos métiers, dans nos métiers. Dans cette émission, on va essayer à chaque fois d'aborder un thème du moment en le mettant en perspective et surtout en multipliant les angles de vue. On va surtout prendre le temps d'échanger et le temps de réfléchir ensemble. Donc par définition, Panorama, ça va être un débat d'idées, je l'espère sans trop de langue de bois, sans trop d'éléments de langage et en tout cas sans bullet point ni PowerPoint, ça vous pouvez compter sur nous. Et ça, grâce à l'intervention d'experts du marketing et de la com, bien sûr, mais aussi d'experts, de spécialistes d'autres disciplines. Et pour cette première édition, on a choisi de faire le point sur ce grand chambardement que connaît le marché du travail et par ricochet la marque employeur. Alors la marque employeur, souvenez-vous, c'était pas un sujet très tendance il y a encore 5-6 ans, c'était relativement confidentiel, mais la pandémie a agi visiblement comme un véritable catalyseur avec les bouleversements qu'on peut tous constater dans notre relation au travail. Mais justement, face à cette révolution, est-ce que c'est encore au marketing, est-ce que c'est encore à la communication d'être en première ligne? Et si oui, avec quels outils, avec quelles ambitions? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir nos trois invités. Je commence par vous, Axel. Axel Baranek, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je précise que vous êtes directrice des ressources humaines chez FTI Consulting France. Alors FTI Consulting, c'est un grand cabinet de conseil international, plutôt spécialisé sur les projets de transformation des entreprises et pour accompagner ces entreprises dans les moments un petit peu clés de leur développement. Je crois qu'il y a quelques 7500 collaborateurs, 31 pays, avec un fort enjeu de développement, une accélération de développement en France et donc pour vous, Axel, un fort enjeu de rétention et d'attraction des talents. Je précise que vous avez précédemment travaillé dans un cabinet d'avocats, mais que vous avez exercé pendant la plus grande partie de votre carrière chez Deloitte. Merci en tout cas d'être parmi nous. Élise, vous êtes la casquette marketing de cette émission. Élise Baudelet, vous êtes en charge du marketing du recrutement chez Avanade en France. Alors Avanade, on connaît, c'est la joint venture entre Accenture et Microsoft, spécialiste dans les projets d'intégration autour des technologies Microsoft, en pleine expansion en France également. Donc avec pour vous, j'imagine aussi un fort enjeu de recrutement et donc vous pourrez nous en parler plus en détail. Vous avez également travaillé pour une grande école d'ingénieurs, puis pour le marketing du cabinet WeTiWe. Je sais aussi que les sujets de l'inclusion, de la diversité, de la place des femmes dans l'entreprise vous passionnent particulièrement, donc j'imagine qu'on pourra en reparler un peu plus tard. Francis. Bonjour, Francis Wright, vous êtes consultant associé au sein du cabinet LSC, donc vous êtes votre propre patron depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Donc vous, votre spécialité, c'est d'accompagner les dirigeants, notamment en termes d'organisation RH, de formation et de recrutement. Vous intervenez principalement auprès de PME et d'ETI, donc des entreprises qui sont sans doute dotées de moins de moyens que FTI ou que Avanade pour activer leur marque employeur et pour des secteurs et des métiers qui ne sont pas forcément aussi attractifs, aussi prestigieux que peuvent l'être le conseil ou l'informatique. Donc je pense que votre éclairage sera très intéressant et très complémentaire. Je précise qu'avant de devenir votre propre patron, vous avez été directeur recrutement et mobilité pour le géant du transport public qu'est Keolis. Exact. Alors pour lancer le débat, j'ai découvert très récemment une étude publiée, je crois la semaine dernière, par l'Institut Montaigne et j'ai trouvé un chiffre qui m'a un petit peu surpris. 77% des salariés en place se déclarent satisfaits ou plutôt satisfaits dans leur travail. Alors, on va évidemment s'intéresser un peu plus tard aux 23% qui restent, mais quand même, ce chiffre étonne. On parle de quête de sens, on a évoqué, à tort de mon point de vue, une grande démission, c'est plutôt une grande rotation, parce que les gens ont cherché et trouvé un emploi rapidement, on a parlé de quiet quitting. Est-ce que c'est finalement plus un effet de buzz pour vendre du papier, ou est-ce qu'il y a véritablement des choses qui ont profondément changé? Depuis quand? Est-ce que c'est vraiment la pandémie qui est responsable de ce qui arrive? Quel regard vous avez là-dessus, Francis? Alors, la pandémie, donc cette crise du Covid était, enfin à mon sens, c'était un accélérateur. Il y a eu effectivement un phénomène de crise, donc d'un avant et d'un après, mais ce n'est qu'un accélérateur en fait d'un mouvement qu'on observe tous depuis un certain nombre d'années, et un mouvement de fond sur effectivement dans la faculté qu'ont les entreprises à pouvoir attirer
et à retenir en fait leurs collaborateurs. Et c'est très lié probablement à des mouvements que moi j'ai pu observer en fait d'évolution des mœurs, d'évolution du rapport au travail et surtout d'une accélération en fait de cette évolution. Voilà. Oui, je rejoins Francis sur le fait qu'il y a eu une véritable accélération, en tout cas liée à la crise Covid, où les collaborateurs, les candidats recherchent finalement un sens à leur activité professionnelle, mais surtout avec une volonté quand même de rééquilibrer de manière quand même significativement l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et finalement ils sont en recherche finalement de relations beaucoup plus authentiques, d'expériences beaucoup plus vraies, et en fait d'avoir un véritable alignement en termes de valeurs avec l'entreprise dans laquelle ils évoluent ou dans l'entreprise qu'ils souhaitent rejoindre. Et donc c'est là un vrai enjeu, en tout cas pour nous en tant qu'employeurs, d'attirer ces candidats, de retenir nos collaborateurs pour qu'on soit totalement alignés entre la promesse employeur que l'on fait et puis la réalité, et qu'il n'y ait pas de gap entre ces deux volets. Il y a une exigence d'authenticité et de sincérité maintenant dans la communication employeur. C'est aussi ce que vous constatez, Élise ? Oui, et je pense que même plus profondément, en fait, les candidats ont des nouvelles exigences et on n'est plus juste sur un salaire, on va chercher un cadre de vie dans l'entreprise, que disait un peu Axel. Et ils ont beaucoup de choix, et vraiment, pour attirer un candidat, on va plus du tout être sur les messages. Il faut revoir les messages, il faut revoir les éléments qui peuvent les attirer, d'où cette authenticité et cette importance de leur correspondre à la promesse qu'on leur a faite. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a une espèce de surcroît d'énergie, il y a des actions complémentaires à mettre en place, il y a cet effort de sincérité, mais en même temps, la même étude, et là je suis un peu tombé de l'armoire, précise que 30% des salariés disent souhaiter quitter leur entreprise dans les 2 ans. Donc, d'un côté, on a des collaborateurs qui, majoritairement, se déclarent plutôt satisfaits de leur job, mais néanmoins, ils envisagent de le quitter dans les 2 ans. Et alors, cerise sur le gâteau, une autre étude, qui elle se focalise sur les candidats, précise que ceux qui sont même en recherche de job, n'envisagent pas d'y rester plus de 2-3 ans. 73% des interrogés précisent que leur ambition n'est pas de rester à horizon de plus de 3 ans dans leur entreprise. Ça laisse perplexe quand même. Est-ce que c'est pas vain tout ce qu'on est en train de faire ? Alors, Axel. Non, pardon, non, 20, non, bien sûr que non. En effet, il y a un rapport au temps qui s'est modifié, et en effet, on est dans des visions très court-termistes. Ça existe depuis, comme disait Francis, depuis un certain nombre d'années, ça s'est accentué, mais en effet, le rapport au temps est beaucoup plus court. Par contre, 20, non, justement, c'est charge à nous, en tout cas, de démontrer aux candidats et aux collaborateurs à travers une gestion de carrière très individualisée, de l'intérêt de rester en tout cas au sein de nos entreprises, soit parce qu'ils développent des compétences techniques, ou soit parce qu'ils développent aussi des compétences soft skills managériales, et qu'ils voient qu'ils progressent de manière continue, mais tout ça dans un cadre quand même qui est très important, et où l'humain, la culture d'entreprise est véritablement un élément clé pour la rétention des collaborateurs. Donc 20, non. Sinon, on posera le crayon tout de suite. Non, mais c'est une feuille de route, en tout cas, qui est ambitieuse et qui nécessite véritablement une nouvelle façon de travailler, avec beaucoup plus de proximité, beaucoup plus d'écoute et beaucoup plus d'individualité dans la gestion de ces collaborateurs. Valide, c'est aussi ce que vous constatez. Je valide totalement. Sur le concept, après sur l'application pratique, sur le concept, on a besoin d'une congruence entre la promesse faite à l'extérieur, faite à la communauté, au marché, aux cohortes de gens qui vont venir renforcer les effectifs de l'entreprise, de l'organisation, cette congruence entre cette promesse-là et la promesse faite en interne. Ce qu'on sait, c'est quand il n'y a pas d'adéquation entre les deux, quand il y a un hiatus, effectivement, il y a un problème et ça émerge. Et pour que, effectivement, il y ait alors ça, c'est du concept. Je pense que tout le monde peut être d'accord sur cette congruence. Et après, en vrai,
dans la réalité, dans la pratique, c'est comment effectivement l'ensemble de la chaîne managériale, du top management jusqu'au le collaborateur et les gens qui vous accueillent en fait au téléphone, qui vous accueillent en fait à la porte de l'entreprise. Comment ils s'approprient effectivement et on a parlé de culture, de valeurs, etc. Et comment ils s'approprient pas uniquement les valeurs qu'on va vouloir, vous savez, les valeurs d'entreprise, corporate qu'on va vouloir afficher sur le mur et qui sont en catastrophe quand on est en contravention dans la vraie vie, en fait. Mais comment on s'approprie? Effectivement, ça passe par cette authenticité, par cette sincérité, en fait, de la vie au quotidien. Et c'est probablement ce qui est le plus dur pour un futur collaborateur quand il envisage d'intégrer une entreprise, c'est qu'il a une idée à peu près de ce qu'on va lui demander de faire, donc une définition du poste, il voit à peu près ce que ça va pouvoir lui apporter, comment il va pouvoir être reconnu, rémunéré en tout cas, c'est une négo, mais le vivre au quotidien, la culture, les valeurs, les codes, les rituels, le style managérial, l'ambiance. Donc il y a une attente qui est très très forte. C'est très difficile. Et vous trouvez que face à ces nouvelles aspirations, les entreprises, elles ont pris conscience qu'il fallait qu'elles s'adaptent? Est-ce qu'elles s'adaptent effectivement? Qu'est-ce que vous constatez, Élise et Axel, dans vos entreprises? Oui, et je pense que les chiffres dont vous parliez tout à l'heure, ça pousse les entreprises. En fait, c'est une réalité. Elles le constatent de plus en plus. Et il y a urgence de faire des actions, de repenser les postes, de repenser la façon dont on gère un candidat, dont on gère ses salariés, ce qu'on leur propose pour justement avoir cette adéquation et réfléchir à voilà ce que nous, on propose et comment on montre au maximum à un candidat que c'est ce qu'on lui propose parce que on a besoin de ses compétences techniques, mais on a aussi besoin d'un candidat qui va être un collaborateur qui reste, qui va être heureux, qui va être ambassadeur aussi de l'entreprise. Et il faut vraiment réfléchir à ça et travailler plus ensemble, je pense, du côté RH, du côté recrutement et côté communication, marketing de la marque employeur. Donc il y a une réelle prise de conscience, c'est ça? Oui, et puis pour reboucler avec ce que vous disiez, ce qui est important, c'est l'expérience salariée avant, je dirais, l'expérience candidat. Parce que en effet, il y a les processus de recrutement qui vont être mis en place. En effet, on vend un poste, etc. Mais on est aussi sur des communications qui sont très corporate. Et aujourd'hui, nos candidats recherchent de l'authenticité parce qu'ils sont abreuvés justement de communication corporate. Et c'est parce que ils vont détourner cette communication corporate en contactant directement leur réseau des gens de manière totalement informelle. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est accentué en tout cas de manière assez significative. On était plutôt sur des approches très ponctuelles et on constate que c'est devenu quelque chose de systématique. Et donc finalement, tous nos salariés sont des ambassadeurs finalement de la marque de notre entreprise et c'est pour ça qu'il faut que notre expérience collaborateur... Oui, on ne peut plus tricher. On ne peut plus tricher, voilà. Et donc, c'est parce que cette expérience employée, quel que soit le collaborateur que vous êtes, fonctionnera, qu'on aura une vraie véracité, je dis l'authenticité, et qui parlera véritablement au candidat et qui viendra en confiance rejoindre un projet, une entreprise et une culture. Et je pense aussi, par rapport à ce que vous dites, il y a ce côté qui est plus général de la société, où on a énormément de communication autour de nous. On est sollicité pour tout, que ce soit du marketing produit et pour des offres d'emploi quand on est en recherche. Et cette mentalité aussi de tout noter. Aujourd'hui, on va aller au restaurant, on fait une étude, on regarde les notes, on a été satisfait, on le dit, on a été déçu, on le dit. Et ça s'adapte de plus en plus, notamment pour les jeunes générations, à l'emploi. Donc il faut être quand même très vigilant. Et je pense que les entreprises n'ont pas le droit à l'erreur parce que ça se saura, soit parce qu'on les contacte directement, soit parce qu'elles vont s'exprimer en mettant des notes sur certains sites ou des commentaires. Oui. Alors, il y a une espèce d'injonction finalement à la sincérité, mais est-ce que ça pose pas des problèmes en entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas des points de blocage? Si. Moi, je suis d'une génération, je peux en témoigner, qui a connu, quand j'étais salarié et que je postulais un job, j'avais en face de moi une entreprise toute puissante qui daignait me recevoir. Et moi, j'étais jeune candidat, genou au sol, et je faisais acte d'allégeance. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça, c'est très conjoncturel 2022-2023. Nous sommes dans ce moment-là avec une crise
effectivement du recrutement, en fait, et c'est extrêmement conjoncturel, mais le mouvement de fond fait que effectivement il y a eu un rééquilibrage en fait de ces deux poids. Relation manager, employeur. L'idée, c'est que moi, je suis de ces générations qui a peur effectivement des 5 étoiles de Black Mirror et d'être effectivement de sombrer dans un déséquilibre en fait inversé. J'observe effectivement que le sujet de la réputation fait qu'on est parfois quelques entreprises, quelques organisations sont prêtes à tout en l'occurrence pour afficher quelque chose d'extrêmement lisse, d'extrêmement correct, et parfois c'est pire parce qu'effectivement si on retrouve ce hiatus avec ce qu'on vit réellement à l'intérieur, si on est en contravention avec ce qu'on affiche, effectivement, là, il y a un effet boomerang qui peut être assez catastrophique. Donc, ce que j'entends, c'est qu'on parle de marque employeur. Quand on dit marque, on pense au marketing, mais on voit bien que c'est plus du tout une affaire uniquement de marketing et de communication. Est-ce que c'est pas aussi, et d'abord, dans l'évolution des modèles d'organisation, des modèles de management, de la culture de management, qu'il faut travailler? Oui, tout à fait. En effet, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui est faite et là, je dirais, il y a consensus. Et donc, en effet, l'objectif, c'est que tous les acteurs de l'entreprise aient conscience de cette évolution. Et c'est sur ces volets-là, en tout cas, qu'il faut qu'on travaille de manière significative pour justement que on ait cet alignement, en tout cas, du top management, du middle management, que on soit tous alignés sur un message, sur une promesse, mais une promesse qui, en interne, est vécue pour justement qu'on ait plus ce gap. Donc, en effet, c'est un vrai challenge en interne d'assurer cet alignement-là. Absolument. C'est aussi votre constat? Oui, et je pense que dans la façon de communiquer, il faut plus forcément communiquer en disant voilà, on est les meilleurs, ce qui a été fait, mais se dire voilà ce qu'on propose, échanger avec les RH, échanger avec le manager, les collaborateurs, voir ce qui se passe vraiment et se dire c'est ça ma marque employeur en fait. Et mon enjeu, c'est de le faire comprendre à des potentiels candidats et de façon extérieure. Et plus de créer, je pense, une marque avec des valeurs qui, au final, sonnent creuses parce qu'elles ne sont pas incarnées au quotidien. Elles ne sont pas incarnées, exactement. Alors là, on parle de 2 entreprises de taille conséquente avec de vraies ressources RH, de vraies compétences marketing. Qu'est-ce qui se passe dans les plus petites structures? Dans toutes petites structures, c'est compliqué parce que dans la toute petite structure que nous accompagnons, le dirigeant est souvent, pas systématiquement, mais souvent le fondateur. Donc il y a une appropriation, il y a un lien éponyme souvent avec son bébé. Oui. C'est son bébé en fait. Donc, et le président, il est directeur financier, il est business developer, il maîtrise la relation avec les actionnaires, surtout quand c'est sa famille, et il est RH. Il est DRH, il est manager en chef en fait. Et également. Et donc ce sujet, en fait, passe par lui. Lui va donner le ton. S'il n'est pas convaincu, s'il n'est pas sincère et authentique, effectivement, dans ses convictions, dans ses croyances et dans ses prises de position, a fortiori, ça suivra pas derrière. Parce qu'on part du principe, c'est peut-être une croyance, mais je pars du principe que les comportements pleuvent, en fait. Et ça passe d'abord par l'alignement, effectivement, managérial, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais c'est encore plus fort dans une toute petite structure qui n'a pas les moyens et les budgets pour effectivement avoir une approche technique, marketing, une approche RH développée. Oui, effectivement. Alors, on parle de technique marketing, justement. Quelle technique marketing activer pour attirer les talents? Parce qu'on parle de talents en 2023, et quels sont les prérequis pour qu'elles soient performantes, surtout? Alors, du coup, pour le côté marketing, on va un peu plus loin que juste de la communication. On prend des techniques qui sont d'habitude appliquées aux produits qu'on va pouvoir mettre, notamment dans le digital. On a la possibilité d'avoir des communications qui vont être très ciblées. Moi, personnellement, je crois aussi beaucoup au marketing de contenu pour attirer les personnes. Et c'est justement là où on retrouve la véracité, c'est-à-dire aller chercher un témoignage d'une personne, d'un manager, d'un collaborateur, qui va pouvoir raconter son expérience de façon authentique,
Pour moi, faire des vidéos totalement scriptées qui sonnent fausses, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment donner la parole aux collaborateurs, des interviews, ce genre de choses, et après pouvoir les diffuser à des potentiels candidats. Et pour ça, on peut se dire, je cherche tel type de personne pour ce type de poste. Ce qui va l'intéresser, c'est ce que dit un collaborateur avec qui elle va être en équipe. Je vais pouvoir, par des campagnes payantes sur des réseaux sociaux, sur Google, voilà, des techniques marketing très fixées, à lui dire, voilà ce qui se passe chez moi, et ça t'intéresse, parce qu'il y a beaucoup de communication dans laquelle tu es noyé, et là, on se permet de te donner juste l'information qui te concerne. Et j'ai une question subsidiaire. C'est facile pour quelqu'un qui a toute sa carrière fait du marketing produit. Alors, je sais que c'est pas votre cas, mais essayons d'extrapoler. Si un jour, on a besoin d'activer la marque employeur et que le DRH frappe à la porte de votre bureau et vous dit j'ai besoin de vous et qu'on est habitué à faire du marketing produit, est-ce que c'est facile d'intégrer cette dimension-là qui fait plus appel à une dimension science sociale finalement? Le métier reste le même. Fondamentalement, les outils sont les mêmes. L'approche peut être exactement la même. C'est j'ai un produit, j'ai un client, comment je match les deux et comment mon client va vouloir acheter mon produit. Après, ce qui change, c'est que c'est pas un vrai produit, c'est une offre d'emploi et c'est quelque chose de plus important, de plus personnel. Je pense qu'on va être totalement d'accord pour dire ça. Il faut quand même avoir cette conscience de l'humain et de l'impact que ça peut avoir. La technique, pour moi, reste la même. Par contre, l'ambition, le message et la façon de l'aborder est différente. Et c'est pour ça qu'un marketeur doit travailler avec les RH pour vraiment avoir cette conscience-là. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, vous me disiez que c'était presque du marketing one-to-one, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des choses extrêmement customisées. Ça rappelle un peu les démarches de type account-based marketing où finalement on produit des contenus sur mesure pour un candidat en fonction d'un contexte précis. C'est finalement assez analogue. Oui, c'est pour ça que je disais, je pense qu'on utilise exactement les mêmes techniques qui sont adaptées et qui fonctionnent, parce que c'est une réalité du monde, que ce soit pour un produit comme pour une offre d'emploi. Sur les réseaux sociaux, maintenant on est inondé de communication, de publicité. Donc, il faut trouver le bon message pour la bonne personne. Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en effet, on individualise finalement toute cette partie amont et on individualise et on a déjà individualisé toute la partie, je dirais, aval avec une gestion de carrière où justement, et quand je parle d'alignement, finalement, on est toujours dans cette optique d'alignement où en effet, on est de plus en plus dans des gestions individualisées de carrière une fois que le collaborateur est là, mais aussi très individualisées en amont. Et là où je vous rejoins, c'est que le binôme marketing RH est impératif, puisque finalement, nous, on apporte le fond, en tout cas, de cette expérience salariée, et charge à vous, en tout cas, de mettre en forme et justement d'assurer une différenciation auprès de ces candidats qui sont sollicités pour justement pouvoir les impacter de manière individuelle. Ça passe par quel type d'action? Qu'est-ce que vous demandez finalement au service marketing ou communication de votre entreprise? Alors c'est ce que expliquait Élise, finalement, c'est diversifier à la fois les supports et puis identifier les partenaires, en tout cas privilégiés, qui nous permettent de cibler les candidats que l'on souhaite. Donc voilà, toutes les techniques que l'on a sur les réseaux sociaux, ou les partenaires, etc. Alors là, encore une fois, on parle de deux grandes entreprises qui ont des budgets. Est-ce que la notion même de budget marque employeur, elle existe dans les entreprises pour lesquelles vous travaillez? Pas. Non, comment elles font? Non, elles utilisent des techniques effectivement de recrutement. Elles essayent d'être irréprochables effectivement sur l'image et la réputation qu'elles peuvent avoir malgré elles. Là, je déplore moi souvent effectivement des sites que je ne nommerai pas, mais sur lesquels effectivement on peut avoir effectivement des feedbacks renvoyés par d'anciens collaborateurs qui sont souvent extrêmement frustrés parce que ce sont ceux qui sont souvent les plus enclins effectivement à s'exprimer sur des espaces numériques sur lesquels il n'y a pas de community management. Voilà.
Et ça, je trouve ça un petit peu effectivement un petit peu malheureux pour une entreprise qui n'a pas les moyens effectivement de pouvoir contrecarrer ce genre de choses. Mais sinon, effectivement, l'entreprise, elle est la petite entreprise, elle a besoin de recruter. Et tout à l'heure, vous parliez, Philippe, je me permets, je parlais de talent. Vous avez dit le mot talent à 2 reprises. C'est plus fort que moi. Je n'aime pas les euphémismes. Je n'aime pas les euphémismes, mais je respecte ce que vous dites, bien entendu, Philippe. Mais le mot talent, on ne recrute pas que des talents. Et les entreprises que j'accompagne, elles recrutent en fait des personnes, la bonne personne, au bon moment, qui va gérer le poste. Et dans une entreprise, on n'a pas que des talents. Voilà. C'est juste un problème de sémantique. Hein. Je suis pas un expert en sémiologie, mais le mot talent fait référence. Il y a une connotation effectivement sur quelqu'un qui est une personne qui a beaucoup de capacités, de potentiel, etc. Et dans une organisation, on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui ont tous beaucoup de potentiel et tous ultra performants, parce qu'on ne peut pas les nourrir. On ne peut pas les nourrir. On a besoin d'avoir une majorité de personnes, généralement 80% à peu près, qui vont d'une manière stable, si possible fidèle, gérer leur poste. C'est un peu disruptif. Oui, parce que... je fais une petite sortie, une légère incise sur le mot talent, mais c'est parce qu'on entend parler de talent et c'est un euphémisme, parce que les euphémismes sont à la mode, mais on a besoin d'abord de recruter des gens bien dans leur poste. Dans leur poste. Et donc, pour le recruter, on a besoin évidemment de valider des compétences, donc un savoir. C'est généralement lié à une formation initiale, formation professionnelle, à des compétences de savoir-faire liées à la répétition d'un geste, ce que j'ai pu développer. Et dans ma carrière, hein, ce que je peux vendre comme expérience que j'ai déjà pu vivre et que je vais essayer de pouvoir reproduire. Et puis, ce qu'on fait malheureusement en mineur, c'est à la fin de l'entretien de recrutement, quand on a le temps, généralement. Alors, c'est pas ce que je fais, c'est de ne pas le faire, c'est de s'occuper des attitudes, des comportements, du rapport à l'autre, du savoir-être. Ce qu'on appelle les soft skills. Et oui. Et quand on recrute, on recrute tout le temps des compétences techniques, et le RH gère aussi les basses besognes. Et quand on cherche effectivement à comprendre pourquoi on veut se séparer de tel ou tel collaborateur, c'est généralement pas sur les compétences, ça peut être une insuffisance professionnelle, c'est rare, il y a rarement sur le savoir. Mais c'est juste sur le comportement. Mais je vous ai vu tiquer, Élise, quand Francis a lui-même réagi au mot talent. C'est que déjà, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai très envie de réagir. Mais justement, c'est pour ça que les entreprises changent. Premièrement, il y a la pénurie des talents, ou en tout cas de certaines compétences sur des métiers. Et ces problématiques de rétention. Donc, ce qui est intéressant aussi pour une entreprise, c'est de recruter un potentiel qui va rester dans son travail, parce que justement, on va être capable de le nourrir, de l'accompagner et de l'évoluer. Et c'est là où je pense qu'Axel pourra en parler, il y a un travail RH. Et de pouvoir faire évoluer les personnes pour peut-être arriver à des postes où aujourd'hui, on a plus de mal à recruter. Donc, derrière cette notion de talent, pour moi, il y a cette notion de potentiel. Et chacun peut être expert dans son domaine. Et l'expertise n'est pas forcément toujours que technique. Et c'est vraiment là où, pour moi, il y a ce switch pour toutes les entreprises dans le recrutement et dans l'accompagnement des personnes. C'est recruter... Ça rejoint ce qu'on avait dit. La bonne personne pour l'entreprise, qui va être bien dans l'entreprise, qui va être bien dans sa culture et pas que sur les compétences. Et c'est pour ça que dans le marketing, on parle du métier en soi, mais on va beaucoup parler de cette marque employeur et de ce que l'entreprise offre pour justement retenir le talent, mais aussi avoir un collaborateur qui va fitter et qui va rester. C'est aussi votre avis ? Oui, je partage l'avis d'Élise. En effet, il faut véritablement accompagner, en tout cas, ces personnes-là. Alors, sur le terme talent, je permets aussi de rebondir, parce que finalement, je pense que c'est aussi un peu par opposition au terme ressources humaines, où le terme ressources peut s'avérer parfois très péjoratif, et où maintenant, on replace finalement l'homme et l'humain au centre de l'organisation. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, ce terme talent, moi, me parle
le plus en tout cas, et charge en tout cas justement à l'équipe RH en tout cas d'accompagner le développement de ces personnes-là pour que justement elles ne soient pas uniquement dans leur poste, mais à travers des politiques de formation, mais pas que de la formation, c'est aussi de l'humain, qu'elles puissent se développer, parce que quelqu'un qui sera bien dans son poste, ça rejaillira sur l'organisation et c'est finalement bénéficiera à l'ensemble de toute l'organisation et donc à la culture d'entreprise, et on va instaurer un véritable cercle vertueux dans le fait d'attirer comme ça les talents qui pourront être témoins en tout cas de cette culture d'entreprise. Donc je rejoins plutôt Élise en tout cas dans cette approche-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien à vous écouter tous les trois que la marque employeur, en tout cas ce qui est nécessaire de faire maintenant, c'est plus du seul rôle de la DRH, ni même de la communication et du marketing. Ça englobe également un travail au niveau du top management, du middle management, des collaborateurs eux-mêmes. Donc parce qu'on est sur un marketing de la sincérité, de l'authenticité. Comment vous arrivez à embarquer finalement les managers et les collaborateurs pour faire ce travail? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'ils sont prêts? Alors je dirais, il y a plusieurs points dans votre question. Prêts, en tout cas tous, se rendent compte de la difficulté de recruter. Donc il y a une prise de conscience en tout cas qui est faite. Et donc ça c'est déjà important parce que là on a fait déjà un grand pas. C'est la base. C'est déjà la base. Et ce qui n'était pas forcément le cas il y a je dirais 5-10 ans. Voilà. Donc il y a cette prise en tout cas il y a une prise de conscience qui est faite et qui facilite finalement aussi nous notre travail entre RH et marketeurs sur cette marque employeur. Le deuxième point, en effet, il y a aussi ces actions de sensibilisation du top management, parce que parfois il peut y avoir un disconnect qui peut exister entre le top, le middle, et puis aussi une réalité marché. Et là, c'est tout notre travail, en tout cas justement, de les sensibiliser. Mais ce travail a été facilité justement par cette prise de conscience et de cette guerre des talents à laquelle nous sommes confrontés. Donc oui, il y a des actions. On y travaille et puis c'est une aventure collective justement aujourd'hui, alors qu'avant c'était plutôt quelque chose de plus isolé, lié aux ressources humaines, aux équipes marque employeur, alors que maintenant on est plus dans une aventure collective où tout le monde a son rôle et en tout cas sa responsabilité pour pouvoir attirer de nouveaux talents. C'est facile chez Havana d'embarquer les collaborateurs ou les managers dans cet exercice? Plutôt, après, il y a aussi une culture d'entreprise qui est très ancrée sur l'humain, sur le développement de chacun et sur cette liberté. Nous, les valeurs qu'on a chez Avanade, elles sont quand même reflétées au quotidien chez les collaborateurs. Je pense que ça vient aussi du recrutement qu'on a fait. On recrute des personnes avec une cohérence sur nos valeurs et l'état d'esprit de l'entreprise. Ce qui est un cercle vertueux un peu, comme disait Axel. Et du coup, notre culture d'entreprise s'incarne au quotidien, du coup se renforce, permet d'attirer d'autres personnes. Et après, quand vous dites culture d'entreprise, c'est un travail que vous faites autour de l'inclusion, de la diversité? Il y a beaucoup d'entreprises parlent d'inclusion, de diversité, de RSE. On parle souvent d'inclusion washing ou de greenwashing, comme on a parlé. Et c'est pour le coup, très difficile de montrer que le discours est vrai quand ça s'incarne au quotidien dans une entreprise. Et pour le coup, ça, c'est un enjeu et une difficulté que je peux avoir au marketing, c'est de me dire, mais comment dans la diversité des offres et des gens qui communiquent sur le fait qu'on est une entreprise inclusive, j'arrive à trouver les bons éléments pour dire que chez nous, c'est une réalité. Et ce qui est plutôt simple et sympa pour moi, c'est de travailler dans une entreprise pour laquelle c'est une réalité. Honnêtement, ce serait beaucoup plus compliqué où je ne me verrais pas personnellement travailler dans une entreprise où c'est pas le cas et où c'est une communication corporate parce que c'est une case à cocher. Et ça passe par le RH, ça passe par des bons recrutements et ça passe aussi par de la vigilance. On parlait tout à l'heure des notations, des personnes frustrées qui peuvent communiquer sur certains sites et c'est d'être vigilant en disant
Là, en fait, il y a des personnes qui n'ont pas été contentes. Alors, c'est peut-être un cas isolé, mais reposons-nous les questions. Et est-ce qu'on est toujours bien en accord? Et il y a quand même un énorme travail de formation par les RH aussi pour avoir cette continuité. Et quel que soit le type, le secteur, la taille de l'entreprise, en fait, sur les fondamentaux, et je rejoins, même si je suis pas d'accord sur le terme de talent, mais ce que vous disiez Axel, sur l'individualisation en fait de l'approche. Et qu'on ne parle plus de ressources, mais bien de relations humaines. Et c'est ça le sujet. Le DRH est le directeur des relations humaines, ou la directrice des relations humaines. Les grands leviers de rapport au travail, les grands leviers de motivation, les moteurs, les sources d'énergie, très schématiquement, on en voit 4 comme les 4 pieds d'un tabouret. Le tabouret, il est posé. Première, c'est l'intérêt du job. Comment ce job va m'épanouir? Comment il va me remplir? Okay. 2, c'est les perspectives. Comment, la même chose en dynamique. Comment il va me développer, me faire évoluer. J'en parlais tout à l'heure, du potentiel. Comment il va me donner je vais pouvoir évoluer en interne dans l'organisation, mais comment aussi il va me rendre bankable sur le marché. Ah, j'avais dit que je n'utiliserais pas de terme anglais. Voilà. C'est raté. Moins un point. Et comment il va me rendre effectivement visible sur le marché? Comment je vais être appelé par des recruteurs? Comment je vais être contacté sur LinkedIn, entre autres. Troisième point, troisième pied du tabouret, comment je suis reconnu? Comment j'ai une rémunération juste, équitable. Et la rémunération, c'est la structure de la rémunération, c'est bien sûr c'est le niveau, mais c'est son évolution, etc. Par rapport, et ça c'est un sujet de sentiment, de perception d'équité, comment ce à quoi je contribue, comment je suis rétribué d'une manière juste. Si j'en parle pas. Et le quatrième point, le plus dur, c'est ce que j'appelle le bocal, c'est l'environnement de travail, c'est le style managérial, c'est la réalité de la politique inclusion-diversité. Vraiment, comment elle est incarnée. C'est la couleur de la moquette. C'est le fait je suis dans un quartier sympa, ou au fin fond de la banlieue. Je sais pas, j'en sais rien. Mmh. Et ça, chacun le sent. Et il faut effectivement, dans les leviers de motivation, le truc, c'est que le tabouret, même à 3 pieds, il tient. Mais un pied qui est pas un peu bancal, mais il tient. À 2 pieds, il tombe. Donc, j'ai besoin d'avoir un job qui m'épanouit, d'avoir des perspectives généralement, d'avoir une rémunération fair, juste. Et le dernier point du tabouret est extrêmement important pour faire retenir les gens et surtout et c'est ça le sujet de la marque employeur, c'est comment on arrive à être crédible et comment on arrive à faire passer le message sur comment ça se passe au quotidien, en vrai. Dans l'entreprise. Moi, je conseille toujours à mes candidats et à mes clients qui recrutent, c'est de ne jamais recruter uniquement en visio. On doit se rendre compte, on doit se toucher, on doit se renifler, on doit aller dans les locaux. Plus je vous écoute, plus je me dis que les pieds de votre tabouret, ils sont essentiellement liés aux compétences soft, comme on dit, donc au savoir-être du manager, oui. du candidat ou du futur collaborateur. Je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Comment, à considérer que le top management est parfaitement embarqué, motivé, etc., et à considérer que les collaborateurs qui sont en place sont prêts à participer aussi à la communication employeur, comment on fait en sorte de maîtriser la qualité du middle management qui est centrale dans la satisfaction des collaborateurs et donc dans leur fidélité à l'entreprise. Pas facile. Alors c'est un vrai enjeu, en effet. Et pour reprendre un petit peu l'image du tabouret, en termes de reconnaissance, il n'y a pas que le levier matériel. La reconnaissance, alors sur le volet, je dirais rémunération, il y a à la fois en valeur absolue, mais aussi en valeur relative. Et donc c'est là où est toute la responsabilité aussi des RH d'assurer cette équité interne, parce que quand elle n'existe pas, c'est un sentiment de frustration et un levier pour de démotivation. Donc ça, ce pilier, il est vraiment structurant et implique une vigilance importante sur ce point-là. Mais la reconnaissance, en tout cas, elle n'est pas que matérielle, elle passe aussi par une reconnaissance dans la vie quotidienne. Voilà, et d'être, je dirais, d'avoir un management très inclusif, reconnaissant, et ça, c'est aussi un autre point relativement structurant. Et ça, on l'a ou on l'a pas. On a tous autour de nous des amis qui sont rentrés dans l'entreprise, mais qui ont quitté un manager. Je pense que vous avez entendu X fois. Oui.
Oui. Et justement, le deuxième enjeu, c'est ce fameux middle management, où en effet, ils ont un rôle, je dirais, structurant dans l'organisation, parce que finalement, ils sont aujourd'hui pris un peu en sandwich avec un management plutôt traditionnel qu'ils ont pu connaître, qu'ils pourraient tenter de reproduire, et puis finalement poussés par ces nouvelles générations qui ont des attentes différentes, et finalement, ils sont un peu aujourd'hui dépourvus, et je dirais toute l'ambition de notre politique RH, c'est aussi d'outiller ce middle management, avoir des fondamentaux en tout cas de manager, des réflexes. Ça ne se décrète pas. Et en effet, soit vous avez, je dirais, une personnalité qui a déjà une réceptivité, parfois vous ne l'avez pas, et il faut les ouvrir et les sensibiliser. Et ça a été d'autant plus accentué avec la crise Covid, où le management a dû se faire à distance et où on a vu un déficit très fort chez certains de compétences managériales. Et c'est devenu, je dirais, aujourd'hui une priorité dans nos organisations. C'est quelque chose qui est objectivé aussi chez Havana, le fait de devoir être particulièrement vigilant sur la qualité du middle management, et en particulier, évidemment, sur le savoir-être. Alors, objectiver, pas forcément. En fait, ça fait partie du métier, ça fait partie de pouvoir avoir de bonnes relations. Après, chez Havana, on est une boîte de consultants, donc on a cet enjeu aussi d'avoir nos consultants quand ils sont chez nous, qui ont un lien avec l'entreprise. Donc, on va revenir sur notre culture d'entreprise qui doit être forte, mais le lien qu'on peut avoir avec eux quand ils sont chez le client, parce que nos consultants ne sont pas toujours avec nous. Et on va avoir peut-être ces problématiques, non pas de managers en interne chez nous, même si ça existe, mais de managers dans les équipes dans lesquelles ils peuvent être, et dans les clients. Et pour nous, c'est un autre enjeu qui est de ne pas avoir une personne qui part de chez nous parce qu'elle est mal dans sa mission. Et oui, ça complexifie encore Ça complexifie. Le fond de tout ce que on dit là, c'est alors, je vais me permettre juste une petite prise de hauteur. Homo sapiens, nous sommes tous Homo sapiens, nous existons en tant que tels. C'est ça la prise de hauteur. Nous existons depuis 150 000 ans. En fait, depuis 150 000 ans, on a la même biologie, le même cerveau, le même microbiote, c'est pareil. Et on était il y a 120, 130 000 ans à peu près au milieu de l'échelle alimentaire, prêt à être croqué par des tigres à dents de sabre. Et maintenant, nous sommes tout à fait en haut. Nous sommes en haut de l'échelle alimentaire, même pour certains prêts à devenir, au-delà d'hommes et de femmes, mais prêts à devenir Dieu. Qu'est-ce qui fait que cette espèce, parmi des millions d'espèces, est devenue en haut de l'échelle alimentaire? Plein de choses. Deux compétences, deux capacités fortes, c'est la coopération et l'adaptation. On est un animal social, on vit en groupe, et alors, si je reviens maintenant, je reviens focus sur l'entreprise, sur l'organisation qui nous intéresse, nous coopérons et nous nous adaptons. Le manager, il a un rôle de courroie de transmission de cardan extrêmement important. Quand on ne coopère pas, et quand on fait en sorte que les gens ne s'adaptent pas, ils sont perdus, ils perdent leur repère, et ils ne sont pas heureux, et pour certains, soit ils s'arrêtent de travailler, c'est la crise du zèle, on parle de quiet quitting, soit ils s'en vont, effectivement. Et apprendre à coopérer, pas juste à opérer, et apprendre à s'adapter. Et concrètement, je passe ma vie à former des gens, des collaborateurs, des managers surtout, à faire du feedback. Alors, il n'y a pas de terme français, me faire des retours. Et un feedback, c'est un feedback correctif. On essaie toujours dans une logique de progrès. Et puis un feedback aussi positif. C'est super ce que tu as fait, continue. C'est pas compliqué de faire un feedback. Et le principal sujet quand on tend le micro dans les entreprises, c'est pas que le feedback il est mal fichu, c'est un jugement de valeur, qu'il est très très non, c'est qu'il n'y a pas de feedback. C'est ça le sujet. Et quand on dit qu'on va effectivement affiner de manière individuelle et qu'on a cette, dans les organisations, nous devrions avoir tous le devoir de tous s'auto-former. S'auto-former à faire un feedback, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Et si on ne le fait pas, c'est que ça doit être vécu comme étant quelque chose de compliqué, manifestement. Voilà. Mais il faut aussi donner l'espace pour ces feedbacks. Et je pense que Axel va pouvoir mieux en parler que moi, mais de donner la parole aux managers
sur leur manager dans un environnement qui va être rassurant aussi, par l'anonyme, et après aux politiques RH de prendre en considération ces retours pour mettre en place des actions. Mais c'est ça qui est intéressant parce que vous écoutez, on voit bien que dans vos missions, tant côté DRH que côté marketing, vous êtes plus aujourd'hui des acteurs du changement que des fournisseurs de services internes. Vous êtes vraiment là pour faciliter cette évolution des mentalités, des pratiques. Ça me paraît central même dans la redéfinition de la marque employeur aujourd'hui. Oui, et puis on apprend, on s'outille en tout cas pour pouvoir corriger très rapidement aussi les éléments, d'où le développement en effet des baromètres internes, des enquêtes ou même du feedback, du 360 maintenant, qui peut rentrer dans certaines organisations comme aussi un levier, un outil d'évaluation. On n'est plus maintenant dans une approche top-down, mais voilà, aussi bottom-up. Donc il y a ce volet-là. Et puis, en effet, quand je parlais de la reconnaissance, en effet, le feedback fait partie de la reconnaissance au quotidien. Et pareil, là aussi, ça rejoint tout ce middle management ou le top management pour sensibiliser. Faire du feedback, c'est pas naturel, ça s'apprend. Et il y a différents types de feedback, qu'ils soient positifs, mais il y a aussi des feedbacks de recadrage. Et il faut que voilà, ça devienne quelque chose de naturel. Et c'est un levier impératif, en tout cas, un outil nécessaire pour pouvoir justement assurer ce management de proximité auprès des collaborateurs et être un levier de rétention. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de dire que pour que ça marche, il faut qu'on déplace des montagnes? Est-ce que finalement, et ce sera la conclusion, parce qu'on arrive au terme de l'émission, est-ce qu'on a raison d'être quand même un peu optimiste? Parce que le chantier paraît énorme. Moi, je suis optimiste. Optimiste de nature, et j'ai conscience de mes croyances, et j'ai une croyance dans l'homme, Homo sapiens, l'homme et la femme, effectivement, et dans l'aspiration que nous avons tous à être meilleurs. Quand on recrute une personne, un corps, et qui va intégrer un nouveau corps, un nouveau nous. Et ce nouveau nous, il va bouger à la marge. Il a une existence en soi. Il existe, l'entreprise, l'organisation, l'administration, l'armée qui recrute, peu importe en fait. Elle va, comment dirais-je, infuser. La nouvelle personne va infuser d'elle-même en fait en l'occurrence. Donc je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'on est et l'évolution des mœurs le montre. Et puis nous sommes dans des sociétés, dans un état de droit qui nous permet effectivement d'être on parlait d'inclusion de diversité tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça, de croire en l'homme et en la femme, et évidemment il y a des techniques managériales, on va former les gens au feedback, etc., mais de croire fondamentalement que les personnes peuvent être meilleures. Ça, je pense que c'est un bon challenge. C'est aussi ce qui vous anime, toutes les deux? C'est-à-dire qu'on a un champ des possibles qui est très large et justement de pouvoir y contribuer, ça rend le challenge très intéressant. Donc oui, moi en tout cas, je suis très optimiste, sinon on poserait le crayon. Donc non, moi je trouve en effet toutes ces évolutions très, très challenging et donc très intéressantes. Oui, puis même cette idée d'avoir le développement de postes de marketing recrutement qui n'était pas là il y a quelques années. Il y avait de la communication corporate qui gère un peu de marque employeur, mais voilà. Et c'est intéressant, et je pense qu'on l'a déjà dit, la pandémie a accéléré des choses qui étaient déjà en train de bouger. Et c'est passionnant d'être là maintenant parce que le travail est en train de se faire, la réalité, les nouvelles générations, le monde évolue et les entreprises évoluent avec. Bien, c'est sur cette très belle note d'optimisme que je vous propose de conclure ce premier débat, cette première émission de Panorama. J'espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder que nous à la préparer et à la faire aujourd'hui. Merci beaucoup à l'équipe de production d'Adexcel qui a réalisé cette émission. Merci au studio qui nous a accueillis et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Panorama. À très bientôt.